Cher ami orateur, bonjour. Après nous être intéressés à Valérie Pécresse, à Marine Le Pen et à Éric Zemmour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Jean-Luc Mélenchon. Nous allons donc ensemble analyser sa rhétorique, la manière dont il s'exprime, pour voir les leçons que nous pouvons en tirer pour nos propres prises de parole. Et je le rappelle, encore une fois, il ne s'agit pas d'une analyse politique, mais d'une analyse de la prise de parole. Donc pas d'opinion sur son programme, ni sur sa politique. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle 2022. Parce que c'est notre projet! Avant de commencer, voyons un petit peu le parcours de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est né en 1951 à Tanger, au Maroc. Après des études de philosophie et de lettres modernes et l'obtention d'un CAPES, il devient professeur de français, puis il intègre le milieu journalistique à la Dépêche du Jura, avant de devenir directeur de cabinet du maire de Massy. Son engagement politique débute en mai 68, alors qu'il est lycéen. Il participe activement au mouvement dans sa ville et rejoint l'UNEF au début de ses études. En 71, il intègre le bureau national de l'UNEF-US, un courant trotskiste formé suite à la scission de l'UNEF. Puis en 76, il adhère au Parti Socialiste et rejoint le courant mitterrandien qui s'oppose aux rocardiens. Quelques années plus tard, en 83, il intègre la loge franc-maçonne Roger Leray, rattachée au Grand Orient de France. Il quittera cette loge en 2020, après en avoir été suspendu en raison de son comportement lors de la perquisition de 2018. 3 ans plus tard, en 86, il est élu sénateur de l'Essonne. Il conservera ce mandat jusqu'en 2010. Il est également ministre délégué à l'enseignement professionnel de 2000 à 2002 dans le gouvernement de Lionel Jospin. En novembre 2008, il prend la décision de quitter le Parti Socialiste après que la motion qu'il soutient n'arrive que 4e au Congrès. Pour faire simple, une motion c'est un texte qui exprime une sensibilité au sein du Parti Socialiste. Et à chaque congrès, les adhérents élisent la motion qu'ils préfèrent. En 2009, il fonde le Parti de gauche qui s'allie avec le Parti communiste. Il en obtient l'investiture pour l'élection présidentielle de 2012 et obtient 11,10% des votes, se plaçant ainsi à la 4e place. En 2007, il lance un nouveau mouvement, la France Insoumise, et se présente à nouveau à l'élection présidentielle. Il obtient cette fois-ci 19,58% des votes, mais se maintient à la 4e place. Et le 8 novembre 2020, il annonce sur le plateau du 20h de TF1 qu'il sera encore une fois candidat pour l'élection de 2022. Alors oui, je suis prêt. Et je propose ma candidature. Par ailleurs, il a été député européen de 2009 à 2017, puis député français et président du groupe LFI à l'Assemblée depuis 2017. Voilà pour ce parcours qui, comme vous l'aurez constaté, est très ancré à gauche et dure depuis plusieurs années maintenant. Mais ça n'est pas l'objet de cette vidéo et rentrons tout de suite dans le vif du sujet en regardant le langage corporel de Jean-Luc Mélenchon. L'un des éléments les plus notables de son langage corporel, c'est l'utilisation de l'espace. Jean-Luc Mélenchon a une excellente gestion de l'espace. On le voit notamment à la manière dont il parle dans certains meetings lorsqu'il fait un exercice très dur, s'adresser à un public en cercle. S'adresser à un auditoire qui nous entoure totalement est un exercice très difficile car il nécessite un réel mouvement et une vraie utilisation de l'espace pour s'adresser à tout le monde. Or Jean-Luc Mélenchon est l'un sinon le seul candidat à s'adresser à ce type d'auditoire. Et il le fait très bien. On le voit, il s'est tourné sur lui-même, s'adresser à toutes les parties de son auditoire. Et cet exercice, il peut le réussir notamment grâce à un autre deuxième très bon point chez Jean-Luc Mélenchon, c'est le fait qu'il parle sans notes. Jean-Luc Mélenchon n'utilise ni prompteur ni papier, ce qui lui permet de maintenir son regard sur l'auditoire, et notamment dans le cadre d'un auditoire en cercle. Il n'a pas besoin d'avoir un point de repère, d'avoir un point sur lequel il doit se référer régulièrement pour parler, il parle avec ce qu'il a en tête. Et c'est le cas lorsque l'auditoire est en cercle, tout comme lorsqu'il est face à lui. Troisième point sur la question du langage corporel, c'est la question de la posture. Jean-Luc Mélenchon a une posture très verticale, il se tient très droit, là-dessus, pas de problème. En revanche, le problème, c'est le manque d'ancrage. Si ce manque d'ancrage est très compréhensible face à un auditoire en cercle, il l'est moins lorsque l'auditoire est face à lui. Or, dans ce cas, Jean-Luc Mélenchon, là aussi, ne sait pas tenir sur place. Il bouge beaucoup, ce qui est révélateur d'une certaine nervosité. Il gagnerait beaucoup à apprendre à se maintenir, à avoir cet ancrage que je vous invite fortement à avoir, vous aussi, à bien ancrer ses pieds dans le sol pour adopter une posture solide. On n'hésite pas, on ne bouge pas, et surtout on ne déconcentre pas l'auditoire du fond de son propos en se maintenant. La gestuelle de Jean-Luc Mélenchon est elle aussi très intéressante. Il utilise énormément de gestes. Ses bras, ses mains accompagnent ses paroles et le fond de son discours. C'est quelque chose de très intéressant qui fait véritablement vivre son discours. Ça montre un investissement, une énergie que l'on met à diffuser sa parole. D'ailleurs, il utilise aussi beaucoup d'emblèmes. Les emblèmes, ce sont des gestes, notamment des symboles de la main, qui ont un sens très fort. On voit très souvent auprès des politiques, notamment ce qu'on appelle la pince de la précision.
je suis précis sur ce que je vous dis. Mais chez Jean-Luc Mélenchon, ce sont deux autres gestes que l'on voit beaucoup plus. Il y a tout d'abord le doigt accusateur. Ce doigt qui dénonce, ce doigt qui montre les personnes que l'on accuse. Jean-Luc Mélenchon l'utilise énormément. Et l'autre emblème qu'il utilise beaucoup, c'est le marteau de la puissance qui vient renforcer le propos que l'on tient. Enfin, dernier point du langage corporel et non des moindres, l'expression faciale. Jean-Luc Mélenchon a un visage très expressif, ce qui permet parfois d'en faire quelques mèmes. Cette expression du visage instaure une forme de cohérence et donc de sincérité avec les propos qu'il diffuse. Et ça c'est très intéressant car les politiques ont tendance à avoir des visages très neutres, notamment quand ils évoquent des émotions. Il faut toujours faire très attention à ça. Il est essentiel que les émotions que tu transmets par tes mots soient en cohérence avec les expressions de ton visage. C'est notamment le gros défaut qu'avait eu Ségolène Royal lors de son débat de l'entre-deux-tours en 2017 face à Nicolas Sarkozy. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec non, cet index pointé parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non. Pas quand il y a des injustices, il y a des colères qui sont parfaitement saines. Elle exprime une colère, mais son visage reste neutre, et donc on ne croit pas à l'émotion qu'elle évoque. Si tu veux réussir ça, ce que je te conseille, c'est la méthode Actor Studio. Quand tu dois évoquer une émotion, pense à te remettre en mémoire un souvenir qui réveille cette même émotion. Une chose qui te met réellement en colère, un bon souvenir de l'enfance si tu dois exprimer une joie, ou une chose qui t'a rendu triste si tu veux transmettre une émotion de tristesse. Pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, il y a un gros défaut dans son expression, c'est le manque de sourire. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais le sourire est très important, il permet de créer une connexion, une sympathie envers l'orateur. Or, on va pas se le cacher, Jean-Luc Mélenchon est assez taciturne. Donc là aussi, je t'invite à prendre plutôt le contre-exemple, et donc à penser à bien sourire lors de tes prises de parole. Jean-Luc Mélenchon a une très bonne maîtrise de sa voix, et je ne lui connais que peu d'écart. La première chose, c'est qu'il maîtrise son débit. Il adopte un rythme de parole assez lent, ce qui confère une certaine puissance à sa parole, une certaine solennité. De plus, ce débit permet à son auditoire de bien le suivre, de comprendre et de retenir ce qu'il transmet. Le deuxième point, c'est la question du timbre. Jean-Luc Mélenchon a un timbre naturel assez fort, assez puissant, et il l'utilise bien. Au peuple qui s'y trouve, avec qui nous sommes intimement liés par nos familles, par nos espérances, par nos poésies. Il a une voix puissante qui donne une force, un caractère à sa parole. Et cette propulsion de la voix, elle vient de deux éléments. Le premier, c'est qu'elle vient du ventre. Il propulse sa voix depuis le ventre, ce qui lui donne une énergie très importante. La deuxième chose, c'est qu'il utilise les résonateurs. Les résonateurs, c'est une partie du palais qui se trouve tout en haut du palais et qui va fonctionner comme une cathédrale. Dans une cathédrale, le son vient ricocher parce qu'il y a de l'espace. C'est le cas également avec ces résonateurs. À chaque fois que la voix ricoche dessus, elle prend de la puissance, et donc elle permet ensuite de ressortir beaucoup plus forte. Pour comprendre ça, essaye de bien observer la voix quand tu bailles. La voix va partir de très haut, on a un son très rond. Et bien ce sont les résonateurs qui se mettent en action. Donc n'hésite pas à t'entraîner à utiliser ces résonateurs. Leur avantage d'ailleurs, c'est aussi qu'ils te permettent de parler très longtemps sans forcer sur tes cordes vocales. Toutefois, s'agissant de Jean-Luc Mélenchon, je mettrai un petit bémol sur cette voix. Elle est tout de même révélatrice d'un très fort ego. On sent qu'il a un besoin de s'imposer, une force un peu virile qu'il essaye de mettre en avant et qui très souvent le dessert. Elle met aussi en lumière une certaine nervosité, notamment lorsqu'il est dans le cadre d'une parole qu'il n'a pas préparée. Pendant 2 heures, je vais rien te dire. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi on vous respecte pas? J'use ma vie à vous défendre. Non. J'use ma vie. Mais nous en reparlerons quand nous aborderons la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il faut noter chez Jean-Luc Mélenchon une très bonne utilisation des silences. Là aussi, c'est très révélateur d'une personne qui connaît l'art oratoire. On sent qu'il a travaillé cet aspect et qu'il sait très bien le maîtriser. Ces silences sont très utiles car ils permettent à l'auditeur de suivre sa parole avec aisance. Il n'a pas besoin de trop se concentrer pour tout retenir. Et puis ça permet aussi à Jean-Luc Mélenchon d'insister sur certains propos et de les mettre en lumière.
Alors vous allez le constater, sur cette partie, je suis allé un petit peu moins loin que d'habitude parce que j'ai eu tout simplement moins de temps. J'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps, je m'en excuse. Mais ne partez pas, j'ai quand même relevé des points très intéressants dans sa rhétorique. Le premier point, c'est sa maîtrise du vocabulaire. Jean-Luc Mélenchon lit beaucoup et il a donc un vocabulaire très large, et il sait bien l'utiliser. Il connaît la puissance des mots et il va très bien s'en servir pour défendre ses idées. Et il n'hésite pas d'ailleurs à utiliser des néologismes afin de pouvoir résumer ses idées en un seul mot. Écoutez, le zémouristan, ça existe. Il sait aussi imposer des mots dans le débat. C'est ce qu'on a vu avec le fameux terme de créolisation qui a cristallisé une partie du débat sur la question de l'immigration et de l'assimilation. La créolisation. Il a fait de cette créolisation un véritable objet de débat, une véritable thèse qu'il défend avec ardeur. Et la connaissance du vocabulaire de Jean-Luc Mélenchon lui permet aussi de très bien utiliser les différents tons de langage. Il alterne très habilement entre des tons très soutenus, assez traditionnels, et des tons beaucoup plus populaires, beaucoup plus simples. Là encore, c'est très intéressant car ça lui permet de s'adresser à un public très large, et surtout de garder une compréhension, de garder un message qui s'adresse à tous. Chacun peut se retrouver dans ces mots parce que les tons de langage sont très diversifiés. Petite pause très rapide. Si tu es encore là, j'imagine que ce contenu te plaît, donc n'hésite pas à t'abonner car je pense que mes autres contenus pourront eux aussi te plaire. Et n'hésite pas non plus à liker et à commenter cette vidéo, ça fait toujours du bien au référencement. Allez, on reprend. L'une des autres caractéristiques de la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon, c'est le lyrisme de sa parole. Jean-Luc Mélenchon est connu pour ses discours qui s'emportent. Il termine généralement dans un lyrisme très fort, et ce lyrisme se retrouve à d'autres moments de ses discours. Et ces moments sont très bien incarnés. La forme de la parole suit le fond. Il utilise des termes issus de la culture, mais d'une culture très diverse, à la fois de la culture populaire et d'une culture très antique. Ainsi, il nous raconte des histoires, et il nous transmet les émotions autour de ces histoires, grâce à la forme de sa parole. C'est d'ailleurs là l'un des éléments les plus connus de Jean-Luc Mélenchon. Ses références à la culture sont connues de tous, et même ses opposants lui reconnaissent une culture très large. Pour terminer, j'aimerais aborder l'un des défauts majeurs de la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon, c'est sa réaction face à un opposant. Mais pourquoi vous voulez pas qu'on vous les Parce que je ne te dois rien, je ne te connais pas, faites la gueule. Jean-Luc Mélenchon a un rapport à la contradiction très délicat et il a tendance à perdre ses nerfs et à se laisser emporter face à un contradicteur. On l'a notamment vu lors de son débat avec Éric Zemmour sur BFM TV. Vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Moi je suis pour le débat, je pense que c'est comme ça qu'on confronte les idées, qu'on fasse entrechoquer même les idées. La démocratie c'est ça, même des idées choquantes. Son ton est très agressif face à un Éric Zemmour qui reste calme et très respectueux du débat. Or il est important pour un orateur de montrer qu'il respecte son opposant, qu'il est ouvert au débat démocratique et donc qu'il respecte la parole des autres. Mais ce ton agressif de Jean-Luc Mélenchon n'est pas seulement présent en débat. On le constate de manière générale, Jean-Luc Mélenchon a du mal à gérer l'imprévu. Et lorsqu'il est face à une situation qu'il n'avait pas anticipée, il va avoir tendance à s'emporter et à se laisser dépasser par ses propres émotions et parfois par son ego. La République, c'est moi! La leçon qu'il faut en tirer, c'est que lorsque tu es dans une situation que tu n'avais pas anticipée, une situation qui est peut-être plus délicate que tu ne le pensais, reste calme. Ne te laisse pas diriger par tes émotions et essaye de rester rationnel. C'est souvent ce qui départagera le gagnant du perdant dans le cadre d'un débat ou d'une discussion. Je ne pouvais pas analyser la parole de Jean-Luc Mélenchon sans revenir sur deux autres points bonus. Le premier, c'est l'usage des nouvelles technologies. Il y a un aspect très intéressant dans l'organisation des meetings de Jean-Luc Mélenchon, c'est la recherche de l'innovation. Déjà en 2017, il avait fait le buzz avec son meeting en hologramme. Et maintenant, à Paris! Et il a recommencé cette année avec le discours immersif. Un discours avec des écrans qui l'entouraient totalement et qui immergeait son auditoire dans une ambiance très particulière, avec notamment le recours à des éléments olfactifs. Je n'étais pas sur place donc je ne sais pas si l'aspect olfactif a très bien fonctionné, mais en tout cas, je trouve très intéressant ce recours à la technologie dans le discours. Car ça nous révèle que l'innovation a toute sa place dans la rhétorique et dans la prise de parole en public. En premier lieu, l'avantage de cette innovation, c'est qu'elle met en lumière celui qui l'utilise le premier, et on le voit très bien à chaque fois, ces innovations font beaucoup parler des meetings de Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième point, comme je le disais, c'est la place de l'innovation dans la prise de parole. Cette innovation se fait là par la forme, mais sache qu'elle peut aussi exister par le fond. En matière de rhétorique, tout a quasiment été créé à l'Antiquité, et je ne crois pas en réalité qu'il y ait eu d'innovation depuis sur le fond. Mais il y a de l'innovation dans la manière dont on adapte ces écrits antiques. Donc je t'invite toi aussi à essayer de créer tes propres techniques, tes propres méthodes pour prendre la parole. Et le deuxième bonus dont je voulais vous parler, c'est la question de la
reconnaissance des maîtres, de la reconnaissance de son héritage. Jean-Luc Mélenchon parle très souvent de Robespierre et de l'héritage révolutionnaire dans lequel il se reconnaît. Il parle d'ailleurs aussi beaucoup de Jean Jaurès et de l'histoire du socialisme. Je trouve que ces deux points sont très intéressants car ils permettent à Jean-Luc Mélenchon de s'inscrire dans un mouvement de pensée historique. Ainsi, il n'est pas seul, il n'est pas sa propre cause, il ne s'est pas créé de lui-même, il est juste la suite, la continuité d'un mouvement de pensée qui a fait l'histoire de France. Je trouve cette posture très intéressante car elle renforce son propos en le plaçant dans une continuité. Mais elle est aussi très intéressante car elle permet de comprendre son mode de pensée. Qu'on soit d'accord ou non avec ce mode de pensée, il n'est pas le seul. Il appartient à une école de pensée, à une école philosophique et politique à laquelle il se rattache, ce qui vient renforcer son propos en l'étayant des écrits de tous ceux qui ont fait partie de ce mouvement philosophique et politique. Alors toi aussi, je t'invite à découvrir tes maîtres, à les identifier, à t'inscrire dans des mouvements de pensée. Je ne dis pas forcément d'adhérer à un parti, mais de trouver les modèles qui t'inspirent. Tu pourras ainsi t'y référer, mais également nuancer ta pensée en fonction des écrits de ce mouvement. Je ne te dis pas d'accepter tout ce mouvement en bloc, mais d'expliquer que c'est le mouvement dont tu pars, dont tu es issu, et ensuite de créer de la nuance en disant que tu es d'accord ou en désaccord avec tel point de cette pensée. Pour conclure, je dirais que Jean-Luc Mélenchon est un brillant orateur dans le cadre d'un discours. Il maîtrise clairement sa parole dans sa forme et dans son fond, et il maîtrise tous les éléments de la rhétorique. Mais son ego et sa nervosité le rattrapent très souvent lorsqu'il n'est pas dans une situation qu'il avait anticipée, lorsqu'il est dans une prise de parole conflictuelle, ce qui l'amène très souvent à perdre sa maîtrise et donc à faire des erreurs. C'est selon moi le point sur lequel il devrait le plus travailler, apprendre à se maîtriser, à garder son calme, pour rester dans une posture rationnelle et utiliser les techniques oratoires qu'il utilise très bien lorsqu'il n'a pas d'opposition. Mais encore une fois, je te rappelle que dans le cadre des élections, je te déconseille de choisir un candidat en fonction de ses qualités oratoires ou de ses défauts. Il est important de choisir en fonction du programme, des idées d'une personne et non pas de la manière dont elle les présente. Mais ça n'est que mon opinion et il ne tient qu'à toi de me dire en commentaire ce que tu en penses. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine, puisque je ferai cette fois-ci le carnet de notes en art oratoire de tous les candidats à l'élection. Et d'ici là, n'oublie pas les 3 clés pour développer une parole impactante et convaincante: étudier, observer et pratiquer. Salutations cher ami et à la prochaine.